la CEDEAO. Parlons de son président, le président de la commission de la CEDEAO. On parle bien sûr du Gambien Omar Alieu Touré. Il a fait une sortie dans laquelle il relevait la nécessité, notamment pour cette institution, de renforcer ses relations de coopération avec la Fédération de Russie. Il s'est exprimé précisément en ces termes, Ngoti Biandian. Il existe plusieurs domaines dans lesquels la CEDEAO coopère avec notamment de nombreux partenaires. Je suis certain que lorsque nous nous asseyerons autour de la table avec nos amis russes, nous pourrons identifier ces domaines pour le bénéfice de tous. Nous recherchons un partenariat qui nous aiderait à nous développer et qui nous unirait. Fin de citation. Alors, sous quel prisme vous appréhendez, Ngoti Biandian, cette sortie du président de la commission de la CEDEAO, ou du moins quelle interprétation faites-vous justement de cette sortie pour une institution vivement critiquée jusqu'ici, et on se souvient de ce dernier, ou du moins de l'une des dernières sorties des pays membres de l'AES qui parlait d'une institution à la solde des puissances étrangères. Quand son président, la commission, fait ce genre de sortie, sous quel prisme il faut justement la prendre? Mais écoutez, la CEDEAO est une organisation corrompue, une organisation néo-féodale au service bien sûr de l'impérialisme, mais surtout de la France et de l'Union européenne. Et ces derniers temps, ces derniers mois, on voit qu'il y a eu une intrus qui squatte un peu cette organisation qui est la sous-secrétaire d'État américain qui squatte cette organisation. Donc pour moi, la proposition d'une coopération entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce qu'on appelle la CEDEAO, et la Russie soulève plusieurs questions. Vous savez, je reste un peu méfiant et je dis que ça soulève plusieurs questions et surtout plusieurs analyses. Parce que vous savez, tout d'abord, si on regarde bien cette proposition que vient de balancer le président de la commission de cette organisation, on peut percevoir que la CEDEAO, qui est de base une organisation régionale, parce qu'il faut le rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent, que la CEDEAO, qui est une organisation régionale de base composée de 15 pays, se retrouve ces derniers temps dans une situation inconfortable. Et il y a une crispation au sein de cette organisation. Pourquoi? Par rapport à sa position, sa politique et les sanctions infligées, que ce soit au Mali, au Niger, et le comportement adopté vis-à-vis des pays de l'AES. Et récemment, on apprend que les pays de l'AES ont décidé tout simplement de se retirer de cette organisation corrompue qui n'apporte rien, qui n'arrange pas les affaires, que ce soit politiques, économiques, de ces pays membres. Donc, l'annonce du retrait des pays de l'AES, qui sont les pays, il faut quand même le rappeler, fondateurs de l'organisation de la CEDEAO, qui est le Mali, le Niger, etc., a donné un vent de panique de cette organisation, et cela crée un peu une division aussi parmi les vassaux qui siègent au sein de cette organisation. Et on l'a vu après l'annonce des pays de l'AES se retirer de la CEDEAO. Immédiatement, la CEDEAO annonce qu'il faut plutôt trouver un dialogue, il faut régler les choses dans la paix, pacifiquement, et qu'il ne faut pas quitter la CEDEAO. On a senti de toute façon que la CEDEAO, qui était déjà une organisation morte, en décomposition avancée, on a vu qu'elle était fébrile et que le retrait de ces trois pays constitue vraiment une menace, pas pour les pays de l'AES, mais pour la CEDEAO elle-même. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes dire oui, ces pays vont se retirer, ils ne pourront pas survivre. Non, vous oubliez que ce sont ces trois pays qui, en réalité, tiennent l'économie des autres pays. Donc aujourd'hui, quand on entend que la CEDEAO annonce vouloir faire une coopération
avec la Russie pour leur développement, qui va les aider à se développer. D'autre part, on peut quand même saluer en disant qu'on reconnaisse que depuis 60 ans, le développement prôné par la France, qui a pris en otage cette organisation, qu'elle n'existe pas. 60 ans après, des présidents d'une organisation qui annoncent encore que la CEDEAO est prête à faire une coopération avec un pays qui va l'aider à se développer, cela démontre qu'ils sont, ou peut-être prennent-ils conscience que finalement, ils ne se sont pas développés depuis tout ce temps. Mais comme je dis, cette proposition soulève des questions. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une hostilité vis-à-vis de certains dirigeants de la CEDEAO à l'égard de la coopération que mènent les pays de l'AES avec la Russie, puisque ces pays qui sont hostiles sont aujourd'hui directement financés, alimentés par les États-Unis. Donc si la CEDEAO décide de mettre une coopération en place avec la Russie, c'est une façon aussi peut-être d'aller captiver cette population africaine qui réclame et exige une coopération avec la Russie. Et peut-être aussi que la CEDEAO décide de diversifier ses relations pour ne plus dépendre uniquement seulement de la France ou des États-Unis depuis 60 ans, où on voit ce que ça donne comme résultat. Mais moi, je dirais plutôt que la CEDEAO cherche à faire diminuer la crispation, la décrispation, si on peut dire comme ça, de cette organisation pour permettre aux pays de l'AES, finalement, de rester au sein de cette organisation, puisque de base, la CEDEAO était contre une coopération de ces pays avec la Russie, parce que la base des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, le Niger, le Burkina, etc., c'est parce que ces pays ont renforcé leur coopération avec la Russie, que ce soit sur le plan militaire, pour la sécurisation de leur pays, comme le Mali, la libération du Nord, Kidal, etc. C'est ça que la CEDEAO reprochait à ces dirigeants, que la CEDEAO considérait comme des putschistes travaillant au solde de la Russie. Donc si aujourd'hui la CEDEAO elle-même, elle est prête à faire une coopération avec la Russie, c'est tout simplement parce qu'elle sait qu'elle est et qu'aujourd'hui elle est en désintégration, en décomposition avancée, et donc c'est peut-être pour eux de sauver les meubles, de sauver le peu qui reste, en disant à ces dirigeants, ok, vous voulez travailler avec la Russie, alors que nous, de base, la France nous met la pression, ne veut pas de cette relation. Bon, puisque ce sont les intérêts de la CEDEAO qui doivent être au-dessus des intérêts de la France, alors on peut peut-être trouver un compromis, on peut faire la Russie pour que vous puissiez rester au sein de la CEDEAO, parce qu'avant tout, la Russie, c'est quand même une puissance, que ce soit sur le plan technologique, militaire, scientifique, etc. Effectivement, la Russie a beaucoup à apporter aux pays de la CEDEAO jusqu'à présent, qui regressent en 60 ans, je ne dirais pas de coopération avec la France, parce que je dis toujours qu'on ne peut pas parler de coopération entre un maître et un esclave. Les Africains n'ont jamais sollicité la France en tant que partenaire pour venir faire une coopération. La France est venue par l'épée, par les armes, d'accord? En déportant, en colonisant, elle s'est imposée de force. Donc quand un pays vient, s'impose de force, impose à un peuple une volonté que le peuple n'a pas choisie, on ne peut pas parler de coopération. Mais avec la Russie, c'est une coopération dans le respect mutuel, une coopération gagnant-gagnante. Donc si la CEDEAO décide d'un côté de faire une coopération avec la Russie, nous le savons tous qu'elle sera gagnante. Maintenant, va savoir, est-ce que ce sont des éléments de langage, des effets d'annonce, parce que vous savez, les politiciens sont très forts là-dedans, entre ce que la bouche d'un politicien peut dire et ce que le cœur d'un politicien peut penser, il y a toujours une différence. C'est deux choses complètement différentes. Donc, moi, je dirais que la CEDEAO peut faire ses annonces pour épater un peu les populations africaines. Cette communauté panafricaine aujourd'hui se vend
panafricains qui souffrent un peu sur l'Afrique, puisque n'importe qui aujourd'hui, pour essayer de manipuler l'émotion et l'opinion des Africains, se déclarent panafricanistes ou font des déclarations panafricaines. Donc nous devons rester prudents dans ce sens. C'est ce que je peux dire là pour le moment, pour commencer. Il y a clairement une différence entre ce que la bouche d'un politicien peut dire et ce que pense réellement son cœur. Merci à vous, Ngouti Béanzin, pour ce premier jet. Alors, patient parfait d'homme, sommes-nous en plein dans un effet d'annonce? Ou alors vous pensez qu'aujourd'hui, clairement, la situation est tellement désespérée au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qu'on n'a pas d'autre choix que se tourner vers Moscou? Oui, mais d'abord, je crois que il faut restituer, comment dire ça, une évidence. Je crois que la plupart des temps, quand on fait le débat concernant la CEDEAO, Oui. on a tendance, parce que nous sommes des pays qui ont été dominés par la France, Oui. de confondre, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO avec l'UMOA. Et tout à l'heure, mon ami Béanzin, dans tout son développement, il a semblé plus s'adresser à l'UMOA qu'à la CEDEAO. La CEDEAO, c'est autre chose. L'UMOA, c'est l'Union monétaire économie, n'est-ce pas, des pays d'Afrique de l'Ouest. Oui. Ça, c'est autre chose, qui est dominée par la France. Mais la CEDEAO, c'est un regroupement qui a en même temps des pays francophones, des pays anglophones, oui. et même des pays lusophones, parce qu'il y a la Guinée-Bissau, Oui. qui fait partie de la CEDEAO, par exemple. Je crois que le pays qui est sorti de la CEDEAO, c'est la Mauritanie. Et bon, donc, il faut faire attention. Maintenant, il y a des dynamiques qui scrutent le monde. Il faut regarder cette dynamique. Oui. Quand on parle de l'avènement d'un monde multipolaire, j'ai l'habitude de vous dire sur ce plateau que c'est une tendance lourde. Oui. Donc, on le veut ou non, ça va arriver. Ça veut dire qu'il y a des mutations qui s'opèrent. Et tout le monde, personne Ne va être en marche. personne en marche de ces mutations. Oui. Aucune puissance ne pourra rester en marche de ces mutations. Il y a les BRICS qui sont là. Le simple fait que les BRICS soient là dénote du fait que le monde n'est plus ce qu'il était avant. C'est plus un monde unipolaire, sous domination de Washington et du monde anglo-saxon, avec la finance internationale a été dominée par les anglo-saxons, non, dont les latinos ne sont que la remorque. Non, il y a un monde nouveau qui est là, sur le plan militaire. J'étais d'accord avec lui quand il parle de la Russie, avec la poussée de la Russie, n'est-ce pas, des points qu'il engrange sur le plan scientifique, technique, technologique, militaire. Oui. C'est plus un débat. Cette année, je pense qu'ils ont été le numéro 2 en termes de vente d'armes après les États-Unis dans le monde, ce qui a été une nouveauté par rapport aux années précédentes. Bon, donc il y a cette donne-là. Oui. Si on prend les pays individuellement pris, nous avons fait un débat sur le Nigeria, on se rend compte que mais il y a des pays qui entretiennent des relations avec la Russie depuis très longtemps. Le Nigeria, par exemple, parlons de lui, entretient des relations militaires, a acheté des armes à la Russie, a formé certains de ses cadres militaires à la Russie. Sur le plan économique, le Nigeria vient de recevoir un don d'engrais, n'est-ce pas, en provenance de la Russie. Donc il y a des coopérations. Le Nigeria coopère avec l'Algérie dans le cadre de son gazoduc. On sait très bien que l'Algérie, c'est l'un des meilleurs alliés, n'est-ce pas, de la Russie au niveau de l'Afrique du Nord. Le Ghana vient de nous dire, le Ghana est en train d'étudier les aspects techniques de la présentation de son dossier pour adhérer au sein des BRICS. N'oublions pas que c'est le premier producteur d'or en Afrique de l'Ouest, deuxième producteur de cacao, par exemple. Je donne quelques exemples. Donc, il faut faire attention. Quand nous sommes dans une dynamique et les choses qui se font, il faut les regarder avec un aspect de pragmatisme. Et les Russes, plus que tout le monde, adorent les pays qui sont pragmatiques. Le pragmatisme veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde multipolaire est là. Oui. Il est en train d'arriver. Il serait idiot, j'allais dire con aujourd'hui, pour un État comme pour une organisation sous-régionale, de rester complètement figé dans un passé qui est en train de mourir. C'est ce monde multipolaire que scrute de près la CEDEAO, à votre avis, après avoir été, ou du moins, oui, après avoir été au cœur de de nombreuses critiques qualifiées d'une institution à la solde des puissances étrangères, d'une institution qui se préoccupe beaucoup plus de son propre intérêt qu'aux intérêts justement des peuples ouest-africains. Est-ce que ça serait ce monde multipolaire que serait justement en train de scruter de près la CEDEAO? Est-ce qu'il y aurait un revirement de situation ou du moins de position? À vous écouter, patient parfait d'homme. Moi, je ne peux pas penser qu'au sein de la CEDEAO, il n'y a pas de têtes qui réfléchissent. Il voit bien que le monde
qui est en train de se sculpter comment dire ça, face à nous, n'est plus le monde d'hier. Ils ont vu les échecs. La CEDEAO a commis des erreurs terribles en ce qui concerne, n'est-ce pas, son attitude vis-à-vis de ce qu'on appelle le coup d'État. Ils ont eu des mesures qui étaient calquées sur des décisions qu'ils avaient prises, mais qui n'étaient plus en concordance avec la réalité aujourd'hui. Donc, ils ont fait le mot stratégique et géostratégique de l'évolution de l'organisation et des États, surtout des peuples, de la volonté des peuples de leur organisation. Qui ne se rattrape pas. Peut-être que je rends bien compte qu'aujourd'hui, je peux prendre un autre exemple. Vous avez un pays comme le Nigeria, qui est la première économie africaine, mais qui a un déficit énergétique incroyable. Si vous allez dans une ville comme Lagos, vous allez beaucoup plus entendre le bruit, le ronflement des moteurs de groupes électrogènes qu'autre chose. Comment pour expliquer qu'un pays comme le Nigeria ne puisse pas avoir la capacité de fournir de l'énergie électrique à ses populations? Le Nigeria s'est rendu compte comme l'Égypte, tout juste à côté, qui était dans la même posture géostratégique que le Nigeria, c'est-à-dire beaucoup plus du côté des États-Unis, a décidé quand même de monter son propre sol une centrale nucléaire civile pour donner l'indépendance énergétique à l'Égypte et au projet industriel que l'Égypte a. N'oublions pas que l'Égypte était déjà en bisbille avec l'Éthiopie, avec la construction du barrage que l'Éthiopie est en train de faire en amont du Nil et qui créait un problème pour l'Égypte en ce qui concerne le début d'eau que le Nil pouvait fournir à son État. Mais pour moi, c'est une opportunité. Et le Nigeria, dans cette direction, il dit, moi, j'ai une centrale nucléaire civile qui sera construite par qui? Et je crois la célèbre société russe, quoi, Rosatom. Donc, fusée. Il y a aujourd'hui que exactement la donne mondiale sur l'économique, la Chine, qui a la pleine couture sur la question, par exemple, des politiques, c'est plus un débat. C'est la Russie sur le plan de l'innovation technique, technologique et militaire. C'est les gens d'un pays, ou bien vous êtes des gens qui conseillent les dirigeants des pays tiers. Vous ne rien. La Russie, évidemment, nous sommes en politique, je ne peux pas parler cela d'un revers de main pour dire peut-être aux Russes, d'accord, nous avons mais frère de la voulons faire mais le développement rigide développer sont les entités qui seront capables de se mettre ensemble. Mais se mettre ensemble, pas pour être au service d'un groupe ou bien des intérêts comme la CEDEAO l'a été, mais parce que la compétition mondiale d'une rien n'a je vous donne un autre exemple. Allez, pour sortir, vous sortez par là. Mais, l'Argentine avait rejoint les BRICS. Et la fin est due en Argentine. Libéral comme M. Meli arrive au pouvoir pour dire nous, les BRICS ne sont plus. L'Argentine s'est retirée des BRICS. Donc, forcément, le nouveau monde, quand Antonio Gramsci dit l'actuel monde se fonde, le nouveau élan apparaît, et c'est dans ce clair obscur que surgissent les monstres. C'est tout un programme, c'est toute une vision, c'est tout un raisonnement. Donc,
chuté, ça c'est clair. Et puis là, vis-à-vis des pays tiers, vous savez que le Maroc voulait rejoindre la CEDEAO, parce que c'était un pôle économique majeur, n'est-ce pas, qui du point de vue futuriste, de l'espoir en termes de productivité et en termes de développement. Cette capacité qu'ils avaient sur les autres pays et les économies au monde de l'Afrique va se trouver complètement plombée. Donc, conscience. Et ils se disent donc, impérialiste, c'est-à-dire la Russie, en leur disant, nous avons compris, nous voulons commencer à et des uns des autres à appliquer le sacro-saint principe de droit de peuple à disposer d'eux-mêmes. Je crois que cette voie-là est assez idiot que les autres ne voient pas que le monde change et qu'il changera certainement sans pour autant nier qu'il peut avoir des intentions cachées derrière. Mais le monde aujourd'hui, je peux vous le dire, ça va être très difficile que les gens continuent d'être aussi mieux, aussi affônes au cri de leur propre peuple, mais surtout à la réalité géopolitique actuelle. On rappelle d'ailleurs à votre suite, patient Parfendum, que la Russie a plusieurs fois déclaré suivre d'ailleurs de près la situation de ce côté. Moscou espère que les problèmes apparus entre notamment les pays membres et la CEDEAO pourront être résolus sur la base notamment d'un dialogue égal et mutuellement respectueux. Ngouti Bianzin, est-ce qu'un basculement justement de la CEDEAO dans ce giron de la multipolarité peut être envisagé dans un contexte, du moins dans ce contexte géopolitique particulièrement tendu du côté de l'Afrique de l'Ouest? Moi, que d'un point de vue géopolitique, bien sûr qu'une coopération entre la CEDEAO et la Russie pourrait être perçue par ces pays africains membres comme une opportunité et aussi peut-être pour renforcer leur alliance internationale, parce que comme vient de le rappeler le doyen, beaucoup de choses se passent en ce moment. Il y a un changement géopolitique, géostratégique qui se déroule dans le monde et que la CEDEAO, en voulant au début peut-être faire un forcing, en mettant la pression à ces pays membres pour rester à l'écart, pour ne pas coopérer avec la Russie, c'est rendu compte ou commence à se rendre compte que finalement, elle ne peut pas les retenir, puisque là, en faisant cela, en se comportant ainsi, ça crée vision avec le départ de 3 pays membres fondateurs de cette, pour limiter les dégâts à la casse, pour ne pas provoquer d'autres départs. La CEDEAO peut-être se dit que bon, ok, il faut aller vers une nouvelle opération pour un peu forcer les choses, diversifier les choses. Donc si on regarde cela de ce point de vue, moi je dis que renforcer le positionnement aussi de la Russie en Afrique de l'Ouest, vous savez, et permettre aussi d'atteindre, comment dire, ce renforcement, cette confiance que certains États et les populations ont déjà à l'égard de la Russie. Donc oui, une coopération entre la CEDEAO et la Russie peut apporter des avantages. Mais encore une fois, je dis qu'il faut rester vigilant parce que nous savons comment fonctionne l'ennemi, nous savons comment fonctionne l'impérialisme occidental. On sait qu'ils aiment souvent infiltrer les choses parce qu'ils peuvent aussi envoyer les dirigeants de la CEDEAO faire une coopération avec la Russie, le saboter, parce qu'ils l'ont déjà fait dans l'histoire. L'histoire est là. Des fois, il ne faut pas oublier, je dis toujours, l'oubli est le poison et le rappel est l'antidote. Donc, ils peuvent, pour aller faire une coopération avec la Russie, ne mettra pas une volonté de l'énergie à 100% et ensuite l'instrumentaliser
pour dire aux populations, vous voyez, la preuve que la Russie n'est pas capable de vous fournir une coopération de qualité, parce que la CEDEAO a fait une coopération avec elle, regardez ce que ça a donné, etc. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les Occidentaux. Quand ils veulent manipuler, ils instrumentalisent tout. Donc, il faut s'assurer que c'est une vraie de coopération, que ces pays et non, comment dire, une mission, un projet de déstabilisation de l'image de la Russie à l'Union africaine accorde pour la coopération qui existe. Et quand on sait qu'en ce moment, la Russie est la cible principale des pays de l'OTAN, des États-Unis, de la France, de l'Union européenne, pour eux, ils veulent absolument disloquer la Russie, chose qu'ils ne pourront pas faire. Nous le savons que c'est juste un rêve, un fantasme, mais il ne faut pas aller utiliser les faibles. Et pour moi, les faibles en ce moment, ce sont ces dirigeants de la CEDEAO, et nous savons que beaucoup travaillent en France pour l'impérialisme, et donc il faut pour ne pas ouvrir la porte, comment dire, au loup, parce que une fois qu'on fait rentrer le loup dans la bergerie, il est difficile après. Si la CEDEAO a tout à gagner, mais ça ne changera rien. Et j'espère que l'annonce que vient de faire la CEDEAO ne fera pas changer d'avis les pays de l'AE qui se sont retirés de la CEDEAO en disant « Ok, vous allez travailler avec la Russie. » Donc, s'il doit avoir une coopération avec la Fédération de Russie, ce n'est pas une que nous voyons actuelle. Il faut une organisation en profondeur, faire un nettoyage en profondeur, pas à la surface. Et là, maintenant, on peut s'asseoir ou imaginer que oui, ok, là, on peut parler de coopération entre la CEDEAO et la Russie. Mais si c'est avec le même dirigeant actuel, moi, en tout cas, je ne serai pas en soutien et je ne pense pas que je suis d'accord pour ça. Parce que là, la CEDEAO, actuellement, elle est trop, comment dire, c'est une organisation qui est pourrie de l'intérieur et il faut tout changer. Voilà. Merci à vous, Ngouti Béhanzin, pour sortir de cette thématique patient parfum d'homme, également pour la Russie. Je pense que clairement, son souci aujourd'hui de voir que du côté de l'Afrique de l'Ouest, les relations se pacifient clairement de ce côté. Son rôle n'est pas de voir les États ouest-africains se déchirer, patient parfum d'homme. Mais évidemment. Son objectif de toutes les façons. Merci pour cette excellente question, mais évidemment. La Russie n'a pas intérêt de voir l'Afrique de l'Ouest complètement dans un chaos généralisé, parce que les États seraient dans une situation de délitement du point de vue de leur coopération. Au contraire, la Russie gagnerait à avoir cette sous-région un peu plus stable, capable de coopérer avec elle, avec d'autres pays émergents, sans que sans qu'elle ne soit vue par certains pays de la sous-région comme justement l'aiguillon qui a apporté la division au sein de leur entité. Donc, il faut absolument que, puis n'oublions pas une chose, j'aime insister là-dessus, ce n'est pas la Russie qui viendra sauver les pays africains. Ça aussi, il y a cette idée, à mon sens, qui commence à prendre beaucoup d'espace. Ce n'est pas la Russie qui viendra nous sortir de nos difficultés et de notre misère. C'est nous-mêmes. La Russie, dans le sens de la coopération aujourd'hui retrouvée dans le cadre multipolaire, elle est disponible à apporter son soutien, à apporter la forme de coopération qu'on peut solliciter auprès d'elle, mais ce n'est pas la Russie de venir régler nos problèmes en interne. Et de venir être le guillon qui va n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique, au niveau de nos régions, de nos sous-régions. Donc, il est pour les Russes, et je crois que la diplomatie russe, on le voit souvent, elle est très pragmatique, contrairement à ce qu'on peut bien penser. Je vous donne encore un petit exemple concernant les BRICS. Vous savez que dans la guerre qu'opposent les Israéliens et les Palestiniens,
un des pays clés de BRICS, je parle de l'Inde, Oui. soutient Israël, alors pratiquement font le contraire. Aujourd'hui, Israël, à travers son ministre des Affaires étrangères, a décidé que le président brésilien Lula est personne non grata, parce qu'elle a jugé ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide. Oui. Donc, a pour vocation de... Il y a quand même des points de vue plus ou moins divergents. Donc, ce qui explique, CEDEAO compris, c'est que aujourd'hui, de l'AES, c'est de dire, nous n'avons mais surtout des touchant de l'ordre impérialiste dans notre région. Nous passe où nous sommes capables entendus, mais surtout qui va nous permettre de nos propres volontés de développement. Ça, nous ne dépendions des occasions qui nous viennent d'ailleurs. Et de Ghana et d'autres commencent à le comprendre un peu. Que de toute façon, n'est-ce pas? La question vivre sur la coupe, n'est-ce pas, de l'impérialisme anglo-saxon et tout ce que vous voulez. Mais en plus, la Russie, dans sa guerre de l'impérialisme, je dis, n'est-ce pas, dans une partie et dans ce que nous connaissons et un niveau que la Russie va essayer peut-être de jouer le médiateur pour dire aux uns aux autres que ce qui a acté la séparation, mais qu'au niveau des passerelles, que soit géré pour que entre les anciens et nouveaux membres, les anciens membres de la CEDEAO, si je peux l'appeler ainsi, puisse être faite de telle manière que la coopération avec la Russie soit une coopération gagnant-gagnant, mais c'est une situation, une coopération bonifiée qui va permettre justement que cet ensemble économique puisse être un pôle majeur, un pôle important du développement de toute l'Afrique, mais surtout de la construction d'un nouveau monde multipolaire. N'oublions quand même pas que là, je sors avec ça, la Russie n'est pas du tout, j'aime le dire, Poutine est très pragmatique. Vous avez un pays de la CEDEAO qu'on appelle le Nigeria. D'ici 2050, 2060, si je m'abuse, ils seront la 3e puissance démographique du monde. Bon, poussons même si c'est dans les années 2090, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas avoir un pays aussi important et vous le mettre à deux, n'est-ce pas, du monde multipolaire de demain. On parle justement de...